Allez, on va commencer. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Président directeur général Luc Rémont, mes chers collègues, la Commission des Affaires économiques et la Commission des Finances se retrouvent à nouveau réunies conjointement, une semaine après l'audition des ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, pour faire le point, encore une fois, sur le financement des nouveaux réacteurs nucléaires. Comme je l'avais indiqué la semaine dernière, les bureaux respectifs des deux commissions avaient accepté le principe de l'audition des ministres sur ce sujet, sur la demande de députés du groupe écologiste, mais avaient suggéré l'organisation d'une audition du président d'EDF sur la même thématique. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour entendre M. Luc Rémont, PDG d'EDF. Je ne doute pas, Monsieur le Président Rémont, que vous avez suivi avec attention notre précédente audition. Vous avez pu entendre que les pistes envisagées pour financer les nouveaux réacteurs EPR2 sont encore très ouvertes. Nous aimerions avoir votre avis sur les solutions envisagées, notamment sur la part de financement qui pourrait être prise en charge par EDF. De même, Bruno Le Maire a clairement réaffirmé que le projet Hercule était totalement abandonné, mais Agnès Pannier-Runacher a rappelé que vous étiez chargé de formuler des propositions de réorganisation du groupe EDF. Quel est l'état de vos réflexions en ce domaine? Monsieur le Président Éric Coquerel, je vous cède tout de suite la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Je suis à nouveau très content de me retrouver à côté de vous pour ces séries d'auditions qui, je pense que tout le monde en conviendra, ont effectivement une grande utilité après celle de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, sur cette question des nouveaux réacteurs nucléaires, leur financement et plus encore. Je crois que c'est un cycle de réflexion absolument indispensable pour la question de la transition écologique qui nous anime, et puis aussi en vue des projets de loi de finances à venir. Donc aujourd'hui, effectivement, on entend le président directeur général d'Électricité de France, à côté de qui je me trouve. Et sans plus attendre, monsieur le président directeur général, je vous donne la parole. Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés. Merci de cette occasion qui m'est donnée de parler de notre belle entreprise EDF et du projet qui l'anime de poursuivre sa mission de fournir à notre pays de l'électricité abondante, décarbonée et commandable, notamment au travers de réacteurs nucléaires. Je voudrais, dans mon propos liminaire, commencer par vous dire un mot de l'entreprise et de sa situation, avant de venir naturellement au sujet du jour, qui est le financement du nouveau nucléaire. L'entreprise et sa situation, vous le savez, nous avons passé un hiver difficile, après être entré à la fois dans la crise énergétique de début 2022 et dans une crise industrielle qui était associée à la découverte du phénomène de corrosion sous contrainte à toute fin 2021, début 2022. Nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle l'entreprise redresse la tête après un effort considérable de mobilisation de l'ensemble de nos collaborateurs et, je tiens à le dire, de l'ensemble de la filière industrielle qui nous a aidés à caractériser, puis maîtriser à l'échelle industrielle le phénomène de corrosion sous contrainte pour être en mesure de raccorder le plus rapidement possible l'ensemble des réacteurs qui étaient affectés. Et puis maintenant, d'être dans une phase dans laquelle nous investiguons systématiquement les réacteurs et nous traitons ce problème de phénomène de corrosion sous contrainte dans le cadre des visites régulières dont font l'objet nos différents réacteurs. Nous ne sommes pas encore aujourd'hui en mesure d'être à pleine capacité, parce que évidemment ce traitement continue de prendre du temps, mais l'accélération de notre capacité de traitement nous permet d'envisager l'hiver prochain avec beaucoup plus de sérénité que la façon dont nous avons abordé l'hiver dernier. Un deuxième élément contribue à envisager l'hiver prochain avec plus de sérénité, c'est la réaction de nos concitoyens l'hiver dernier en matière de sobriété, qui ont tous répondu massivement à l'appel du gouvernement d'EDF et de l'ensemble des parties prenantes pour faire attention à la consommation et faire preuve d'efficacité énergétique, qui a contribué à nous aider à passer l'hiver. Il faudra maintenir cette vigilance l'hiver prochain, bien sûr. Et le troisième phénomène, c'est que, à ce stade, notre hydrologie sur cette année est plus favorable, beaucoup plus favorable que l'été dernier. Donc tous ces facteurs alignés nous permettent à ce stade d'envisager l'hiver prochain avec plus de sérénité, mais une vigilance qui reste maintenue et évidemment un effort extrêmement soutenu de la part de toutes les équipes d'EDF pour être au rendez-vous en faisant en sorte que nos arrêts de réacteurs soient les plus courts possibles, y compris
traitement de la corrosion sous contrainte. Nous sommes donc à ce stade, à un moment où nous tournons à nouveau vers l'avenir pour regarder comment l'entreprise EDF va être en mesure de répondre aux enjeux du pays en termes de satisfaction de la demande électrique, de développement des infrastructures associées au réseau et de construction et de maintenance des parcs de production que nous avons, qu'ils soient renouvelables, hydrauliques ou bien nucléaires. Et c'est bien dans cet ensemble que nous devons construire le projet d'entreprise sur lequel nous travaillons de façon très étroite avec les pouvoirs publics pour aligner l'ensemble des vecteurs qui permettent d'arriver à un projet soutenable dans l'ensemble des dimensions des métiers que sert le groupe EDF. C'est bien l'ensemble de la cohérence de ce projet qui doit servir in fine un système électrique robuste dans le futur, encore plus qu'aujourd'hui. Il est fondamentalement fondé sur de la production décarbonée. Il doit faire preuve d'une très grande résilience pour arriver à intégrer une production intermittente associée aux renouvelables dont la proportion augmente. Et évidemment, il doit régénérer et augmenter ses capacités de production commandables décarbonées, qui sont à la fois l'hydraulique et le nucléaire principalement, pour répondre à des besoins croissants en matière d'électricité, qui sont estimés à ce stade à 650 TWh par RT à l'horizon 2030 et à 2035 et à 750 à l'horizon 2050, ces chiffres étant en cours de révision. Donc c'est bien dans cet ensemble d'objectifs stratégiques que s'inscrit le groupe EDF pour préparer son plan d'entreprise pour répondre à ces besoins. Naturellement, nous sommes à la veille d'un défi industriel qui est sans commune mesure en réalité avec l'histoire du groupe, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous commençons ce chemin escarpé vers davantage d'investissements pour l'électrification avec le sac à dos un peu lourd d'une dette de 65 milliards d'euros, qui, je suis sûr, même pour la Commission des finances, 65 milliards d'euros, c'est un montant significatif. Je peux vous assurer que pour une entreprise, c'est le montant le plus lourd qu'une entreprise puisse connaître en Europe. Et donc, naturellement, ça fait partie des éléments qui définissent nos capacités et les façons dont nous pourrons envisager ce nouveau cycle d'investissement. La deuxième caractéristique, c'est que jamais dans l'histoire, le groupe EDF n'a eu à investir autant dans plusieurs domaines en même temps, parce que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas que la construction d'un parc, c'est la maintenance et la prorogation de la durée de vie du parc existant, 56 tranches, l'augmentation des capacités du réseau pour répondre à une croissance extrêmement forte, exponentielle des demandes de raccordement associées aux renouvelables, et bien sûr l'extension du parc pour préparer son renouvellement. Donc c'est à la fois un besoin de capacité nette, mais également, nous le voyons, nous, chez EDF, comme une problématique simple de continuité d'exploitation, puisque nos 56 centrales d'aujourd'hui ont été construites à peu près en 20 ans, entre 75 et 95. Progressivement, évidemment, elles seront rejointes le plus tard possible, parce que nous les maintiendrons le mieux possible et nous opérerons toujours en toute sûreté, mais elles seront rejointes un jour par un effet falaise qui est associé à ces 20 ans de construction. Donc, nous allons tout faire pour être au rendez-vous de l'ensemble de ces investissements simultanés, mais ils conduisent à un besoin d'investissement qui est évidemment sans commune mesure avec ce que le groupe a pu connaître dans le passé. Pour citer un ordre de grandeur qui pourra évidemment toujours faire l'objet de challenge sur les quantums précis, mais pour avoir un ordre de grandeur, parce que ça aide à fixer les idées, il nous faut passer à un niveau d'investissement de l'ordre de 25 milliards d'euros par an à l'échelle du groupe EDF, dont rapidement 80% seront concentrés sur la France, alors qu'aujourd'hui, une part plus importante est dédiée à l'international. Et il nous faut naturellement être capable de soutenir ce niveau d'investissement d'environ 25 milliards d'euros par an sur la base de la rentabilité du groupe, qui est la seule qui nous permettra d'éviter d'augmenter notre dette. Notre dette, selon nos analystes financiers et évidemment les agences de notation qui nous suivent, peut difficilement augmenter par rapport au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Voilà les enjeux tels qu'ils se posent pour le groupe EDF. Le deuxième enjeu est naturellement industriel. Nous devons engager
une phase de construction neuve nucléaire en série, ce qui est la première fois depuis plus de 20 ans, 30 ans. Comme dans toutes les industries, c'est la série qui permet la performance. Et donc la série est essentielle au fait que nous puissions atteindre la performance qu'ont atteint nos anciens sur la qualité de construction, la vitesse de construction et in fine bien sûr la performance économique de ce nouveau parc. Et donc c'est bien avec l'expérience que nous retirons des réacteurs de Taishan, d'Olkiluoto, de Flamanville et de Hinkley Point que nous concevons aujourd'hui le programme EPR2 avec à l'esprit d'avoir retiré toutes les expériences de construction que nous avons eues sur ces 6 réacteurs pour engager cette nouvelle série avec une ambition industrielle. Donc une ambition de construire vite, bien du premier coup, avec les compétences qui sont nécessaires à ces chantiers et pour faire en sorte que le temps, qui est l'élément, le premier facteur de compétitivité, le temps soit le plus court possible entre le moment où nous commençons un chantier et le moment où nous le terminons. Alors peut-être que les premiers à Panly mettront un peu plus de temps parce que ce sera les premiers, mais l'objectif c'est vraiment que nous puissions gagner de réacteur en réacteur en vitesse et in fine à l'échelle du groupe comme à l'échelle du pays, c'est bien la vitesse récurrente qui est la plus importante en termes de compétitivité et en termes de qualité industrielle de construction. C'est un grand défi industriel pour toute la filière et nous le prenons comme tel avec une très forte mobilisation de l'ensemble de la filière au travers du GIFEN notamment, avec un programme dont certains d'entre vous ont probablement entendu parler qui s'appelle Match, qui est destiné à faire entrer dans la filière toutes les compétences nécessaires. Et nous parlons d'un ordre de grandeur d'une dizaine de milliers d'emplois par an sur la décennie qui vient. Voilà le premier grand défi qui nous attend. Naturellement, les pouvoirs publics sont partie prenante intégrale de ce grand défi, puisque pour gagner en vitesse, il faut aussi que nous gagnions en vitesse dans les procédures. Et évidemment, je vous remercie d'avoir soutenu le projet de loi sur l'accélération du nucléaire, qui est évidemment un pas très important pour permettre... je faisais une adresse collective, je ne visais... Voilà. Voilà, qui est évidemment destiné à paralléliser et à raccourcir les périodes qui sont les périodes préalables aux travaux. Et c'est évidemment un pas très important pour la réussite de ces projets. Alors, j'en viens maintenant à la question du financement que vous avez posée. Dans ce que je vous ai décrit sur la situation financière du groupe, naturellement, il reste beaucoup de paramètres qui sont encore à fixer. Comme vous le savez, parmi les défis que nous avons, il y a aussi notre modèle économique de moyen terme. Nous avons aujourd'hui un modèle économique qui est déterminé par une décision qui date de 2012, dans laquelle l'AREN fixe nos conditions de vente pour, grosso modo, 2/3 de notre production par effet induit sur notre production. Ce dispositif s'arrête fin 2025. Et évidemment, le fait que ce dispositif s'arrête fin 2025, plus le fait que nous arrivions maintenant à la perspective de nouvelles règles de marché européennes, amène à se poser la question de ce que sera le modèle économique d'EDF post-2025, qui va évidemment être celui qui va déterminer nos recettes. Donc c'est la première question, et je vais y revenir. La deuxième, c'est évidemment notre quantum de production. Pour être capable de soutenir nos 25 milliards d'investissements, il faut évidemment que notre production remonte. Voilà 2 déterminants fondamentaux de notre capacité à financer notre continuité d'exploitation par la création de nouveaux réacteurs. Alors je commencerai par la production. Sur la production, nous sommes malheureusement descendus à 279 TWh de production en 2022, compte tenu de la crise industrielle que nous avons connue. Nous serons entre 300 et 330 sur 2023, et avec un niveau de confort qui est celui que je vous indiquais tout à l'heure. Notre objectif, c'est de remonter à 350 dès 2025, en espérant avoir terminé d'ici là le traitement industriel du phénomène de corrosion sous contrainte, tout en continuant, évidemment, le grand carénage. Nous ne comptons pas nous arrêter en chemin, et dans les travaux que nous menons avec le conseil d'administration et le comité exécutif, nous allons bâtir un plan d'investissement destiné à nous ramener le plus proche possible
de 400 TWh, ce qui prendra quelques années de plus. C'est un plan ambitieux parce que le parc tel qu'il existe aujourd'hui, dans sa meilleure année, a produit 420 TWh. Il avait plus de réacteurs, mais à l'horizon que nous visons, nous aurons Flamanville en plus. Donc, au total, viser 400 TWh sur le parc existant, qui aura évidemment 20 ans de plus que l'année en question, à peu près, est un défi industriel colossal. Mais nous prenons ce défi. Nous nous engageons à prendre ce défi, ce qui suppose évidemment de continuer de maintenir nos investissements et de les accélérer pour aller chercher cette productibilité supplémentaire sur le parc. C'est le premier élément. Le deuxième élément, sur le modèle économique, ça dépendra naturellement de décisions qui sont à prendre au niveau européen comme au niveau français, mais il est clair que pour aborder la phase d'investissement que je viens de décrire, il est indispensable que nous travaillions à un nouveau consensus national sur ce qu'est le prix de l'électricité. C'est indispensable. Sans quoi, évidemment, EDF ne sera pas en mesure de dégager les ressources qui sont nécessaires pour assurer sa propre continuité d'exploitation. Nous y travaillons, bien sûr, avec le gouvernement. Il y a encore du travail à faire. Il y a une direction de principe qui est donnée par la discussion communautaire aujourd'hui en faveur des contrats de long terme, dans laquelle nous nous inscrivons, bien sûr. Ces contrats de long terme apportent une faculté qui n'existe pas aujourd'hui à l'échelle pour EDF en présence de l'AREN, qui est la faculté première de stabiliser les conditions de commercialisation sur le long terme pour les clients. Donc le premier phénomène qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens soient exposés, notamment les PME, je pense, à des prix qu'on peut qualifier de prix de guerre, c'est le fait qu'au fond, rien ne protège in fine, à part une intervention publique qui a été faite sur 2023 au travers du bouclier et des amortisseurs, rien ne protège de la fluctuation court terme qui est essentiellement associée au prix du gaz. Le fait de pouvoir faire des contrats de long terme à partir de 2026 nous permettra de fournir un amortisseur naturel, parce que quand vous formulez des prix à horizon de 5 ans et au-delà, naturellement, ces prix convergent vers la réalité économique et pas vers l'anticipation de prix d'une commodité comme le gaz. Donc c'est un élément fondamental dont nous considérons qu'il devrait fonder le modèle économique futur d'EDF. Et il y a ensuite toute une disposition plus technique dans laquelle je ne rentrerai pas, sauf si vous me posez des questions dessus, sur comment adresser des besoins de contrats plus spécifiques, de type industriel par exemple, lorsque certains types d'industriels nécessitent évidemment des caractéristiques de fourniture qui sont différentes et qui peuvent les amener à des conditions de plus long terme encore. Donc c'est bien sur cet ensemble de dispositions que nous travaillons pour permettre d'aborder le futur, au-delà de 2025, avec une perspective de l'économie de l'électricité qui soit à la fois stable et raisonnable. C'est une forme d'approche de marché raisonnable qui correspond aux règles européennes et qui devrait permettre aux clients d'avoir plus de visibilité et à EDF d'avoir plus de visibilité aussi, qui est indispensable pour être capable d'investir. Voilà le deuxième pilier fondamental sur lequel nous travaillons avec les différentes parties prenantes, et nous ne sommes pas au bout du travail, nous continuons d'avancer. J'en viens maintenant au financement proprement dit de l'investissement. Même si nous arrivons à faire tout cela bien, il est clair que vu notre situation de départ et la lourdeur du sac à dos, EDF ne sera pas en mesure de financer la totalité sur son propre bilan de l'investissement dont nous parlons. Et donc, comme d'ailleurs la totalité des investissements du secteur énergétique européen depuis 20 ans, EDF va avoir besoin d'une forme d'aide de l'État pour arriver à boucler le financement de ce projet. Alors je dis comme la totalité des investissements dans le secteur énergétique depuis 20 ans, ça n'est pas tout à fait exact. Il y a une exception à ça, qui est EDF. EDF a continué d'investir de façon marchande, à risque propre, sur Flamanville et évidemment sur son parc nucléaire depuis 20 ans. Mais c'est, à notre connaissance, un des très rares contre-exemples de prise de risque marchande, économique, sans aucune forme de garantie étatique sur les investissements électriques depuis une vingtaine d'années. Il commence à y en avoir un peu plus aujourd'hui dans le domaine de l'éolien offshore, par exemple, dans le nord de l'Europe, mais ça reste une tendance récente. Et donc, oui, EDF aura besoin d'une forme d'aide de l'État.
Ces formes sont en cours de discussion et je sais que les ministres en ont évoqué plusieurs. Elles sont toutes sur la table et nous les examinons toutes pour leur mérite propre, sachant que dans le même temps, nous travaillons sur le projet lui-même. Et je terminerai par cela. Le projet est en phase de définition détaillée. Donc nous avons beaucoup d'ingénieurs, de l'entreprise, de ses filiales, de l'ensemble de la filière industrielle qui aujourd'hui travaillent sur la définition détaillée de l'EPR2. Et l'année 2023 est une année charnière pendant laquelle tout ce travail de compilation et de synthétisation de la définition de ce réacteur et de l'ensemble des installations qui vont autour du réacteur vont nous permettre d'affiner la maturité technique, la constructibilité, évidemment les coûts, et bien sûr le modèle financier qui permettra in fine de prendre la décision de lancement du projet. Donc pour être capable de prendre cette décision, dont l'horizon de temps est fin 2024, comme l'ont indiqué les ministres, il nous faut avancer pas à pas sur à la fois tous les éléments techniques, les éléments de coût, mais également le montage financier, avec un objectif, je pense, qui est d'arriver à des principes de validation technique et de validation des principes de financement d'ici la fin de l'année, pour être en mesure ensuite d'avoir les consultations nécessaires, notamment européennes, avant d'être capable de prendre la décision finale. Voilà ce que je peux dire en propos introductifs. J'en profite pour répondre à la question du président Kasbarian. Sur la part d'EDF, difficile de dire à ce stade, parce que évidemment ça dépend aussi de notre modèle économique. Nous, le souhait d'EDF, c'est évidemment d'être l'actionnaire et opérateur de ces réacteurs, puisque c'est la continuité de son exploitation. Ça suppose évidemment que son modèle économique permette de soutenir cet investissement, et donc que les revenus dégagés sur les activités existantes permettent un niveau d'investissement qui soit compatible avec cet objectif. Sur la deuxième question que vous m'avez posée sur la réorganisation, il nous faut bien sûr être au rendez-vous de ce formidable défi industriel, et cela suppose d'adapter les capacités du groupe et les capacités de l'ensemble de la filière. Nous avons engagé des choses très rapides, mais qui vont nous occuper longtemps, sur des éléments fondamentaux de la performance industrielle. C'était quelques semaines à peine après mon arrivée. Ça touche une expression que ceux qui connaissent bien EDF reconnaîtront, le temps métal, c'est-à-dire la capacité d'être plus efficace sur la machine et de ne pas perdre de temps dans l'exécution, qui est un des éléments sur lesquels nous avons des progrès à faire dans l'ensemble de la filière. Cela touche la numérisation de l'ensemble de nos procédés, qui a besoin de franchir un cap d'industrialisation. Cela touche évidemment un très vaste plan de compétences, dont j'ai déjà dit un mot, et ça touche enfin la façon dont nous pilotons la performance de l'ensemble de nos activités. Voilà 4 chantiers qui sont génériques et qui touchent l'ensemble de l'entreprise. Et enfin, il y a depuis un peu plus récemment, seulement quelques semaines, et après un travail beaucoup plus approfondi que nous avons mené collectivement sur l'état de préparation de notre organisation et de notre filière à relever ce formidable défi industriel, la volonté d'adapter notre organisation pour répondre à un certain nombre de préoccupations qui émergeaient et qui relevaient simplement des constats que nous pouvons tirer à ce stade de nos opérations. Le premier, c'est la nécessité de faire émerger de façon beaucoup plus structurelle le rôle du client au sein d'EDF. Quand je parle du client, là je parle du client qui achète un réacteur, celui qui va ensuite l'opérer pour être sûr que le réacteur qu'il achète correspond à ses objectifs d'opération économique, technique, opérationnelle. Et donc nous allons faire émerger une organisation qui est renforcée dans cette fonction de client interne. La deuxième fonction qui est également clé et qui est destinée à répondre aux défis d'industrialisation de la construction, c'est précisément la capacité d'avoir une approche de pilotage de projet industrielle et récurrente. Donc aujourd'hui, nous pilotons un projet à la fois en France. Demain, nous devrons en piloter plusieurs en parallèle, et donc nous devons industrialiser notamment notre capacité de construction. Et ceci nécessite la création d'une compétence à part entière qui existe dans d'autres métiers, qui a existé dans l'histoire au sein d'EDF, mais
c'est la première compétence qui se disperse quand on arrête de construire. Et donc, il nous faut la rassembler. Elle est présente au sein de l'entreprise, mais il nous faut la rassembler dans une organisation dédiée. Voilà les deux piliers fondamentaux de cette transformation dont nous avons annoncé la préfiguration à ce stade. Et à partir de l'automne, avec les consultations des partenaires sociaux, nous entrerons dans une phase de définition détaillée pour que cette organisation soit opérationnelle début 2024. Voilà, messieurs les présidents, désolé si j'étais un peu long. J'espère avoir couvert au moins l'introduction de ces sujets. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président Coquerel, vous souhaitiez intervenir. Oui, merci, Monsieur Raymond, de votre introduction. Moi, je considère qu'on est en gros dans les années 60, c'est-à-dire au moment où a été décidée la construction du parc nucléaire précédent, les 56 réacteurs qui ont vu le jour entre les années 70 et 2000. Et manifestement, la décision, après avoir envisagé de réduire la part nucléaire à 50% en 2035 et de relancer de manière considérable ce moyen d'énergie, avec au moins 6 EPR, voire potentiellement 14. Bon, je ne vais pas épiloguer très longtemps, parce que j'en ai pas le temps, sur la dangerosité et, à mon avis, le caractère périlleux de ce choix. Je rappelle surtout, à partir du moment où il y avait des alternatives que RTE a montrées avec du 100% renouvelable, je dirais juste que la question des déchets, pour moi, n'est absolument pas résolue et nous les léguons aux générations à venir. Je vais surtout m'appesantir sur la question financière. Pourquoi ? Parce que justement, quand a été prévu le premier plan de développement nucléaire, à l'époque, EDF ils ont été financés par EDF sur des fonds propres, puis par emprunt. Et à l'époque, vous aviez un statut d'EPIC qui, avec une très bonne réputation, aucune difficulté de s'endetter. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, vous êtes endetté à hauteur de 60 milliards d'euros. Vous avez un crédit abaissé à BBB+, par l'agence Fitch Ratings en janvier 2022. Et dans ce contexte, on voit bien, et vous l'admettez vous-même, qu'il est inenvisageable que vous assuriez seul l'investissement. Vous avez dit que vous comptiez sur l'État, qu'il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. Bruno Le Maire en a évoqué certaines. Quelles est pour vous, à ce stade, celles qui paraissent les plus crédibles ? Et je reviens sur la question du président Kasbarian. À quelle hauteur, quel pourcentage estimez-vous qu'elle doit atteindre, vu les difficultés d'EDF ? Bon, les travaux, je rappelle, sont estimés à 51,7 milliards d'euros. Et encore, à mon avis, ça ne tient pas compte des impondérables qui ont été révélés, notamment pour le premier EPR de Flamanville. Donc c'est une première question. La deuxième, c'est sur la taxonomie européenne qui vise à faciliter le financement des activités vertes, qui n'inclut que les projets nucléaires dont les permis de construire seront déposés avant 2040 pour les chantiers de prolongation et 2045 pour les nouveaux chantiers. Ces échéances vous semblent-elles compatibles avec le cycle d'investissement long du nucléaire ? Merci. Je m'améliore. Monsieur le Président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur les 100% renouvelables alternatifs. À la fin, il faut de l'électricité qui fonctionne tous les jours et qui soit décarbonée, donc in fine, et pilotable. Voilà. Donc il est souhaitable d'avoir quelque chose qui permette d'assurer la résilience du réseau. Sur les questions financières, je crois qu'il est difficile de comparer la période des constructeurs à celle d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous sommes dans des mondes différents. Dans la période des constructeurs, certes, nous étions un EPIC. Effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que EDF a financé la totalité de son parc sur fonds propres. C'est-à-dire que ce sont les clients qui l'ont financé. Le niveau de dette d'EDF est monté à un niveau rapporté à ses fonds propres plus important que celui que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, la dette d'EDF, elle est soutenable sur le plan économique. Simplement, nous avons aussi changé d'environnement financier. Les ratios de prudence financière d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Et donc, pour nos investisseurs financiers, évidemment, avoir une signature d'EDF qui représente plus de 1 milliard ou quelque chose comme ça devient un problème qui n'existait pas dans les mêmes proportions à l'époque. Donc c'est bien cet ensemble-là qu'il faut prendre en considération pour déterminer la soutenabilité de la dette d'EDF. Le deuxième élément, c'est que à l'époque, l'environnement juridique de l'électricité était très différent aussi. Nous n'avions pas un marché européen, nous n'avions pas un dispositif qui permettait d'échanger l'électricité avec nos voisins européens, qui était plutôt un avantage, mais qui, en contrepartie de quoi, est un marché.
Et donc, dans ce marché, évidemment, nous devons suivre les règles de marché sur ce qui nous permet de lever des financements. C'est ce qui conduit d'ailleurs beaucoup de nos concurrents à demander des financements publics pour compenser la volatilité de marché. C'est devenu une pratique de place européenne pour financer les infrastructures. Donc c'est bien dans cet environnement-là que nous nous inscrivons, parce que c'est celui qui détermine notre époque. Nous avons évidemment des pistes nombreuses que les ministres ont rappelées sur les modalités de financement. Et je voudrais d'abord vous donner les principes qui nous semblent devoir nous guider sur ces financements. Le premier élément, c'est que ces financements doivent être proportionnés aux besoins. Et donc, nous devrons nous justifier auprès des autorités communautaires du fait que EDF ne bénéficie pas d'une aide disproportionnée par rapport aux besoins d'investissement. Nous devrons évidemment justifier que l'investissement lui-même porte un bénéfice collectif, et nous n'avons absolument aucun doute à ce sujet. Ce bénéfice collectif, d'ailleurs, à nos yeux, est non seulement français, mais également communautaire. Et ensuite, sur cette base-là, nous devrons décliner les différentes options de financement possibles, donc celles qui ont été citées, je les répète, avance remboursable, qui nous semble être un bon dispositif, mais également d'autres véhicules qui peuvent être considérés. Tous vont être examinés pour leur mérite propre, et le moment venu, évidemment, nous ferons la synthèse des différents instruments possibles en fonction également de la révision du projet lui-même pour faire en sorte que nous soyons capables de le boucler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je n'ai pas rappelé la règle, donc j'ai laissé filer le chrono. Mais ce que nous allons faire, nous allons parler maintenant avec les orateurs de groupe. Chacun va disposer de 3 minutes, incluant votre temps de réponse d'1 minute à minima. Donc je vous demanderai à chacun de bien rester sur 2 minutes d'orateur groupe et 1 minute. Moi, je veux bien, mais à 15h, on est en hémicycle, Monsieur Jumel, et la semaine dernière, on a vraiment fait ça. Moi, je veux bien rajouter la minute si vous le souhaitez. Bien, eh bien, devant l'assentiment général, si le président Coquerel est d'accord, on peut monter à 3 minutes maximum par intervenant et 1 minute minimum pour notre invité. Je suis d'accord. Bien, donc on donne un peu de flexibilité. Augmenter ma popularité, merci. Voilà, c'est très bien. Très bien. Par contre, on ne suspendra pas pour l'hémicycle, je tiens à le préciser. Donc, pour chaque orateur, 3 minutes maximum et 1 minute de réponse de Monsieur le Président. On commence tout de suite avec notre premier orateur, Monsieur Emmanuel Lacresse, pour le groupe Renaissance. C'est à vous. Messieurs les présidents des commissions, monsieur le président d'EDF, pendant les années 2030, EDF sera constructeur et opérateur de capacités nucléaires nouvelles de la nation, avec une filière industrielle à reconstruire, comme vous l'avez dit. Vous êtes chargé par le choix de confiance du président de la République de mener de nouveau EDF vers la stabilité. Vous avez rappelé les dimensions essentielles de l'équation financière dont vous avez la charge. Pour la reconstruction des grands chantiers d'aménagement du territoire et de l'avenir de la nation, comme les CHRU ou les 100 milliards des TER métropolitains présidentiels, 3 sources de financement sont possibles: l'usager, le contribuable, l'investisseur. La première option serait faire tout payer aux consommateurs en avance. Avec la réussite du gouvernement à protéger cet hiver les ménages contre l'augmentation des prix de l'énergie, dont vous avez rappelé les raisons, nous aurions un fort contraste. Nous voulons aussi réindustrialiser et éviter de ralentir le passage à une économie décarbonée, qui sera essentiellement la consommation électrique. Ne faut-il donc pas limiter strictement la réflexion à des contrats de long terme d'approvisionnement industriel bon marché, dont vous avez déjà évoqué les tenants et aboutissants européens? La seconde option serait le budget, sans nouveaux impôts. Alors mes questions seront spécifiques par rapport aux déclarations que vous venez déjà de faire. La création de nucléaire historique était de l'ordre de la recherche. Aujourd'hui, c'est petits réacteurs, fusion nucléaire, hydrogène, qui sera un débouché massif de l'investissement. Ne faut-il pas isoler, comme dans les transports ou le Grand Paris, des organismes donneurs d'ordre dédiés, segment par segment, notamment pour les infrastructures de transport d'électricité, parce que, évidemment, une bonne partie de l'infrastructure sera une infrastructure de transport qui reste à construire et qui peut d'ailleurs poser des débats sur les territoires. Est-ce qu'on peut penser au GPI, à des fonds, à des agences pour les premiers EPR et leur raccordement? Et puis, vous l'avez rappelé, les avances remboursables. Lorsque l'État a soutenu la 380 d'Airbus, on était dans des programmes de taille financière commensurable, dans des durées et des risques technologiques qui sont comparables. À l'avenir, les lois de finances vont probablement, petit à petit, dessiner une véritable planification énergétique de ce point de vue. Et la troisième source de financement est le marché. L'État dispose d'instruments comme la BPI, la Caisse des dépôts pour soutenir la filière des industries de base. En fait, on a la sensation qu'une partie de l'effort va être de soutenir par les financements de marché chacune des entreprises qui seront investies comme fournisseurs d'EDF, à la fois dans les infrastructures et la mise en place des capacités. Les acteurs internationaux de construction du secteur peuvent être sollicités.
Et puis l'Épargne nationale peut trouver dans un fonds technologique dédié de soutien à ces entreprises un vecteur pour l'indépendance nationale, la confiance dans la science et la confiance dans les capacités technologiques d'EDF. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 1 minute 30. Je relève le défi en 1 minute 30. Merci, Monsieur le député. Quelques commentaires simples. Effectivement, EDF a construit son parc sur la base du financement par l'usager, le client. Les deux sources de financement pérennes sont le contribuable et l'usager. Effectivement, l'investisseur va venir en anticipation d'un modèle économique défini avec l'un ou avec l'autre. Et donc l'un des enjeux pour EDF, et que ce soit la dette d'EDF, l'investissement en fonds propres d'EDF, la question est la même, c'est d'être capable de fournir à l'investisseur, EDF en l'occurrence, mais donc aux investisseurs qui sont derrière EDF, qui soutiennent la dette d'EDF et à l'État actionnaire, un modèle économique soutenable pour être capable d'anticiper sur les revenus durables que l'ensemble de ce parc engendrera. Évidemment, pour arriver à cet objectif, il est nécessaire, et c'est là que je reviens sur le besoin de soutien de l'État, que des formes de garantie ou des formes de soutien interviennent. Cela peut être des formes de garantie sur les conditions de commercialisation de l'électricité après la construction. C'est le plus courant dans tous les financements d'infrastructures électriques aujourd'hui, sous forme de CFD. Cela peut être une forme de soutien pour compenser un défaut de marché sur la capacité de lever de la dette. Et typiquement une garantie sur la capacité de lever de la dette ou bien une avance remboursable. Merci. Et donc, ce qu'il nous faudra, c'est déterminer au sein de ce menu ce qui est le plus pertinent. Merci beaucoup. Nous passons à Géraldine Granger pour le Rassemblement national. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Luc Rémont, merci d'être présent. Il y a quelques mois, donc, EDF a publié de très mauvais résultats pour l'année 2022, avec notamment une perte nette de près de 18 milliards d'euros. Cette dernière ne fut pas une surprise, mais les chiffres donnent quand même le vertige. L'endettement atteint ainsi le niveau record de 64,5 milliards d'euros. Dans le même temps, les prix de l'énergie ont connu une hausse exceptionnelle l'année dernière. Ceux de l'électricité ont atteint des niveaux records en France pendant l'été dernier et malheureusement, une augmentation totale de plus de 25% est prévue début août. Malheureusement, EDF n'a pas pu profiter de cette hausse de prix en raison d'un taux d'indisponibilité du parc nucléaire qui est particulièrement élevé. Au contraire, le groupe a été obligé d'acheter de l'électricité, 13,8 TWh, mais aussi du gaz sur les marchés à des prix exorbitants. La France a donc été pour la première fois depuis 1980 importateur net d'électricité en 2022, au plus mauvais moment, avec l'impact de la crise ukrainienne. Plusieurs raisons pour expliquer l'indisponibilité, les visites décennales, les travaux de maintenance, le phénomène de corrosion sous contrainte, répété sur plusieurs infrastructures. Résultat, la production nucléaire est passée de 361 TWh à 279 TWh entre 2021 et 2022, ce qui constitue son plus bas niveau depuis 1988. Pour ne rien arranger, l'État a obligé EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix, 42 € en moyenne le mégawattheure, à ses concurrents fournisseurs alternatifs. Dans l'immédiat, l'essentiel est de rétablir dans les meilleurs délais l'intégralité durable de la production électrique d'EDF. La construction des 6 nouveaux réacteurs a été actée par la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction des nouvelles installations nucléaires. Mais bien que nationalisée, EDF va devoir trouver des financements, le coût des 6 nouveaux EPR étant estimé à 51,7 milliards d'euros. Ceci suppose aussi de mobiliser et reconstituer toute une filière qui va devoir former et recruter des milliers d'ingénieurs et de techniciens. La ministre de la Transition énergétique a avancé la date de 2027 pour la première coulée de béton et de 2035-2037 pour la mise en service des 2 réacteurs à Penly. Toutefois, les calendriers en matière de construction de centrales nucléaires ainsi que leur budget s'avèrent malheureusement bien souvent dépassés. La mise en service, par exemple, de l'EPR de Flamanville a pris 12 ans de retard et le budget est 4 fois le budget initial. Il est donc important de pouvoir compter sur le parc existant des 56 réacteurs dont les plus vieux datent malheureusement de 1970. C'est pourquoi EDF doit rapidement apporter la preuve que leur durée de vie pourra être prolongée au-delà de 50 ans et financer de lourds investissements pour en assurer la prolongation. EDF, qui est déjà largement endetté sur les marchés financiers, ne peut plus reproduire ce schéma. Monsieur le directeur, comment envisagez-vous le financement de la construction des 6 nouveaux EPR nouvelle génération? Pouvons-nous envisager la proposition d'un fonds volontaire aux Français de 2 à 3% d'intérêt? Ou comme l'a dit monsieur Tanguy, mon collègue, de voir avec la BCE? Merci.
Merci, Madame la députée. Au risque de me répéter, merci pour le résumé de la situation du groupe EDF, qui est tout à fait complet. Au risque de devoir me répéter, voilà, nous sommes dans une phase dans laquelle nous travaillons d'arrache-pied avec toutes les équipes pour affermir le projet. Et le premier élément, c'est d'arriver d'emblée sur ce projet avec la vitesse industrielle. Nous avons eu, et loin de moi l'idée de critiquer quoi que ce soit, mais nous avons eu avec Flamanville un prototype à construire dont nous savions que ce serait seulement un prototype. Et nous avons appris sur ce prototype et nous avons tiré le retour de ce prototype. Nous engageons cette fois-ci la construction d'une série et l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons tout prêt au moment où nous engageons les travaux. Merci. Et ça inclut évidemment le financement. Sur les modalités de financement, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit. Très bien. L'objectif, c'est la philosophie différente avec laquelle nous abordons le sujet. Très clair, merci beaucoup. Allez, à moi, là, Maxime Lenné pour la France Insoumise. Merci, messieurs les présidents, du coup. Monsieur Raymond, bonjour. Bon, je vais aller droit au but avec une série de questions. La première, de combien de réacteurs, nouveaux réacteurs on parle? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est davantage dans les 20 ou 30 ans qui viennent? Sur la construction de ces nouveaux réacteurs, on sait que les EPR, les quelques réacteurs EPR qui fonctionnent dans le monde ont été soumis quand même à de gros retards et de gros dérapages budgétaires. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre au même type de difficultés? Vous avez parlé notamment du fait que certaines pièces, on a un peu de mal à les faire. Le PDG de Framatome me disait il y a quelques mois, en audition ici même, qu'en fait, à l'heure actuelle, il ne sait pas produire, par exemple, les couvercles des cuves. Et on sait que sur les EPR qui ont été construits, on a été obligé de faire appel à Mitsubishi, constructeur japonais. Donc si on est dans la main d'un japonais pour construire les prochains, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la maîtrise des coûts? Question suivante, c'est sur le chiffrage du grand carénage qui, il me semble, était antérieur au problème de corrosion sous contrainte qu'on a rencontré. Donc, est-ce qu'il y a eu une mise à jour? Et sur la question du chiffrage, on sait que EDF doit provisionner également de l'argent pour le traitement des déchets et le démantèlement des centrales qui finira bien par arriver, même si c'est au bout de 50 ou de 60 ans. Donc, est-ce qu'on a ce chiffrage-là? Deuxième série de questions, c'est, on a parlé des CFD, contrats pour différence, qui serait une forme de soutien de l'État. Est-ce que ça vaut le coup finalement de s'enquiquiner par un passage par le marché, si finalement c'est pour avoir un soutien de l'État? Récemment, vous avez dit que EDF n'avait pas été nationalisé, mais simplement il avait subi un rachat d'actions de l'État qui se retrouve être le seul actionnaire. Est-ce que vous le regrettez d'une certaine façon? Est-ce que ça ne permettrait pas directement, s'il y avait une nationalisation et peut-être un retour au statut d'EPIC d'EDF, pour l'État de financer directement les investissements nécessaires? Sur les PPA, est-ce que vous pouvez, donc les contrats de gré à gré avec des clients. Alors d'ailleurs, je veux bien que vous nous expliquiez ce que vous appelez un client qui serait quelqu'un qui achète un réacteur. Est-ce que ça ressemble au contrat Excelsium? Est-ce que c'est différent? Et quel bilan on peut faire du contrat avec Excelsium? Sur les PPA, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça concerne donc des gros consommateurs qui vont bénéficier de tarifs avantageux dont ne vont pas bénéficier les autres consommateurs, les foyers, les TPE, PME, les collectivités? Et est-ce que vous avez sondé pour voir si on a des candidats potentiels, c'est-à-dire des industriels qui sont prêts à s'engager sur des gros volumes sur plusieurs années, sachant les aléas quand même de construction? Vous avez bien rappelé les défis auxquels EDF doit faire face. Est-ce qu'il ne serait pas, puisqu'on partage les objectifs de visibilité et stabilité, plus simple de revenir à des tarifs réglementés de vente basés sur les coûts de production avec le statut d'EPIC dont je parlais tout à l'heure? Et deux dernières questions. Du coup, à quel prix du mégawattheure vous pensez qu'il faudrait vendre votre électricité pour que ce soit soutenable? Et la dernière, une fois qu'on aura mis tout cet argent dans le nucléaire, qu'est-ce qui pourra bien rester pour développer les énergies renouvelables dont on sait, RTE le dit, même dans le scénario le plus nucléarisé, qu'il faudra largement augmenter la capacité des renouvelables? Merci. Bien, bonne chance pour répondre en une minute. Non, on va peut-être vous autoriser une petite prolongation quand même. Vous avez mis la barre assez haut pour une minute, là, monsieur le député. Combien de réacteurs? Écoutez, à ce stade, le président de la République nous a demandé de travailler sur 6 et d'étudier 8 de plus. Ce qui est clair, c'est que si on se projette à plus long terme et qu'on reste dans l'environnement connu de technologies disponibles pour disposer d'une énergie commandable décarbonée, il en faudra davantage. Je ne sais pas vous dire à quelle échéance, mais il en faudra davantage, tout simplement parce que les 56 que nous avons aujourd'hui, un jour, seront rattrapés par l'obsolescence.
Les retards, c'est notre principal défi industriel, évidemment. Donc c'est pour ça que nous nous concentrons dès maintenant sur la capacité à construire vite, bien et en série. C'est un énorme défi, c'est clair, et c'est celui que nous entendons relever. Le grand carénage. Le grand carénage, c'est un terme qui, chez EDF, englobe beaucoup de choses qui relèvent évidemment de la maintenance lourde et de la prorogation de la durée de vie des centrales existantes. Il nous faut poursuivre ce travail. Je peux vous donner un ordre de grandeur d'investissement par an qui est probablement le plus pertinent à ce stade, parce que nous allons devoir continuer ces investissements dans la durée. Il est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. Les provisions, elles sont strictement encadrées en termes réglementaires. Nous avons des provisions qui sont dédiées, nous avons des actifs dédiés, ils sont suivis par une gouvernance spécifique qui nous permettent de garantir le choix. Donc je reviendrai une prochaine fois pour les autres questions. Oui, à la fin, Monsieur le Président, on vous laissera du temps à la fin de toutes les questions individuelles. Donc si vous n'avez pas eu le temps de répondre aux multiples questions des députés, à la toute fin, vous aurez le temps de le faire. Mais une bonne façon d'obtenir des réponses, c'est de poser quelques questions, pas 40, et ça permet d'avoir toutes les réponses et de vous laisser tout le temps pour y répondre. On peut même faire du question-réponse, du ping-pong, on l'a déjà fait, ça marche très très bien. Nous continuons avec les Républicains, avec Monsieur Julien Dive. Allez-y. Merci, messieurs les présidents, Monsieur le Président Directeur Général. Je ne vais pas revenir sur le contexte, puisqu'il a été dit, celui de la dette, la dérive de la dette d'EDF, et il a été dit dans le détail, vous y avez répondu, donc je vais gagner du temps dans mon intervention et vous faire gagner du temps dans la réponse. Face à cela, il y a un budget qui a été défini, qui est remis en question sur le financement du nouveau programme nucléaire et des nouveaux réacteurs, autour de 60 milliards, et donc se pose la question de son financement, très clairement. Une des solutions qui avait été posée par les Républicains pour les députés républicains pouvait passer par le relèvement du prix de l'Arenh. Le groupe avait d'ailleurs fait adopter, dans le cadre de l'examen de la loi portant les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, un prix minimum de vente à 49,50 € du mégawattheure, qui devait s'appliquer à partir du 1er janvier de cette année. Cependant, une mention au droit européen avait ensuite été votée, obligeant le gouvernement à notifier la Commission européenne en amont, ce qui a permis, malheureusement, en fait, cette commission n'ayant jamais été sollicitée, ce qui a permis de suspendre cette application. Je tiens à rappeler que vous aviez d'ailleurs, lors de votre audition dans le cadre de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, présidée par Raphaël Schellenberger, expliqué, je vous cite, « Nous devons accepter qu'EDF doit pouvoir facturer son électricité au-dessus de 42 € le mégawattheure. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pouvez-vous nous dire de façon plus globale comment envisager ce besoin de financement à venir ? Estimez-vous que la levée de l'impôt sera une option inévitable pour la France ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dive. Sur cette question, 2 minutes 30, Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le député. Juste un mot sur ce qu'est l'Arenh et là où elle commence, là où elle se termine. Donc l'Arenh est le résultat d'une décision commune entre les autorités françaises et communautaires datant de 2012 qui fixe l'obligation à EDF de vendre 100 TWh plus les pertes des réseaux à 42 € du mégawattheure avec la faculté de réviser ses conditions de prix. Cette décision est valide jusqu'à fin 2025. À la fin 2025, elle tombe. Donc il n'y a pas de disposition nécessaire pour qu'au-delà de 2025, nous soyons dans un environnement qui est l'environnement que nous déterminerons. C'est là que je parlais de nécessité de créer un nouveau consensus national. Et dans cet environnement, il nous faudra créer une économie qui, évidemment, reste compétitive pour nos concitoyens, à la fois particuliers et entreprises, en termes de fourniture d'électricité, mais qui permette aussi à EDF de financer la pérennité de la fourniture électrique. Donc c'est bien cela qu'il nous faut travailler. Donc, je suis sensible au fait que vous ayez fait adopter une disposition qui permettait la révision de l'Arenh dès maintenant, et malheureusement, elle n'a pas abouti à une mise en œuvre. Mais l'Arenh, aujourd'hui, est une composante du prix de l'électricité pour les différents clients. Ça n'est pas le prix de l'électricité pour les différents clients. Personne ne reçoit 42,5 ou 42 € du mégawattheure. Il y a toujours une quote-part associée à l'Arenh, une quote-part associée au marché. C'est d'ailleurs pour ça que la protection qui est ainsi donnée à nos concitoyens est imparfaite, parce que derrière, l'exposition au marché reste tout à fait significative. Et donc, ce qu'il nous faut créer au-delà de l'horizon de l'Arenh, ce sont des instruments, par exemple les contrats de long terme, qui permettent d'avoir cette visibilité de long terme tout en étant compatibles avec les règles communautaires.
Parce que si nous ne sommes pas compatibles avec les règles communautaires, nous entrons dans un autre champ qui est celui des aides d'État, soit à EDF, soit au marché. Et dans ce cas-là, nous rendons ce projet incompatible avec la nécessité d'investir. Donc, d'où notre proposition de fonder très largement le nouveau consensus sur la faculté de former des prix de long terme. J'en profite pour compléter la réponse que je n'ai pas pu donner tout à l'heure. Pas seulement pour les gros clients, également sur la base de nombreux contrats de gros que nous fournirions à horizon de 5 ans, qui naturellement ont une tendance à faire amortir les prix vers le bas, parce qu'ils reflètent les conditions économiques. Voilà l'objectif. Merci beaucoup. Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Alors moi, je vais sauter tout de suite, pour ne pas vous faire mal et remettre le couteau dans la plaie, à ce que vous appelez le sac à dos, aux 65 milliards de dettes. À partir de là, c'est le résultat d'une baisse de la production, comme on l'a dit, liée notamment au phénomène de corrosion sous contrainte. Je tiens à le mentionner parce que je suis de la circonscription de Civaux où on a découvert le phénomène. Voilà, donc je vais le marquer quand même. Et ça nous a permis, avec Christophe Rieu, de visiter le réacteur vide pendant les réparations, ce qui donne quand même un bon idée de l'investissement. Alors, à combien évaluez aujourd'hui, vous, cette capacité d'investissement d'Électricité de France pour le développement des nouveaux réacteurs nucléaires? En d'autres mots, quelle part évidemment complétée par différents mécanismes reposant sur l'État et les consommateurs qui seront arrêtés l'année prochaine, EDF pourra-t-elle prendre dans les 52 milliards d'euros évalués, mais aujourd'hui, pour les 6 nouveaux réacteurs? Même si je sais que vous mettez un bémol à cette évaluation, comme vous l'avez précisé au président Kasbarian tout à l'heure. Quelle stratégie envisagez-vous pour renforcer cette capacité d'investissement? Et là, j'ai peut-être une bonne nouvelle, ou pas, parce que je suis sûr que vous êtes déjà au courant, mais on était ce matin avec ma collègue Véronique Louvagie, qui est ici, au Conseil d'orientation stratégique de BPI France, où le directeur a annoncé un fonds fléché, une banque du climat de 32 milliards d'euros sur 2024-2028, qui sont essentiellement liés au financement du nucléaire, tout ce qui est décarbonation, mais essentiellement nucléaire, complété par une prise de participation en equity par la Caisse des dépôts. Je suppose que vous en avez parlé, mais c'est une petite partie de la solution, je pense. Voilà. Je me répondrai là-dessus. Vous avez annoncé récemment, alors c'est autre chose par ailleurs, une grande réorganisation des activités nucléaires d'EDF afin de résoudre leurs problèmes d'efficacité. En quoi consistera-t-elle? Comment s'inscrira-t-elle dans la perspective des nouvelles capacités nucléaires? Et enfin, je vais finir en 2 minutes. Face à ce chantier crucial que représente la relance nucléaire, pouvez-vous nous dire ou nous en dire plus sur la stratégie que vous développez pour attirer durablement les meilleurs talents au service de cette filière d'excellence dans un contexte, comme vous le savez, d'un marché de l'emploi particulièrement tendu? Je vous remercie. 2 minutes. Merci, monsieur le député. Sur la capacité d'investissement, quand je mentionne 25 milliards d'euros par an d'investissement, c'est évidemment un défi colossal pour l'entreprise d'être capable de soutenir cette courbe, mais c'est possible, et c'est possible sans faire exploser les prix. C'est possible avec une approche raisonnable sur le plan marchand, qui n'est pas la reine, mais qui permet d'avoir, sur la base des contrats de long terme, quelque chose de raisonnable pour nos concitoyens. Le but d'EDF, ça n'est pas de mettre nos concitoyens sur la paille en termes électriques, c'est d'avoir la fourniture électrique compétitive, commandable, décarbonée, durable, grâce aux bons investissements. C'est bien ça l'objectif. Donc, cette courbe d'investissement, nous pensons qu'elle est soutenable avec une économie de l'électricité qui est raisonnable. Sur la disposition de différentes institutions à contribuer au financement, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, sachant que de la dette, c'est de la dette. C'est-à-dire que ce vienne potentiellement d'institutions publiques comme la BPI ou la Caisse des dépôts, à la fin, ça reste de la dette. Donc il faudra que, d'où qu'elle vienne, la dette soit soutenable pour EDF et bien sûr pour le projet. Et puis l'investissement en fonds propres, nous considérons naturellement que celui qui est le mieux à même de déterminer l'investissement en fonds propres, c'est l'opérateur industriel, c'est-à-dire nous-mêmes. Ce qu'il faut déterminer, c'est au-delà de ces 2 éléments-là, qu'est-ce qu'il faut comme élément d'aide venant des pouvoirs publics pour rendre l'ensemble du projet soutenable sur le plan économique. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il nous faudra déterminer. Mais les bonnes volontés sont tout à fait bienvenues. Et nous les prenons, bien sûr. Sur la réorganisation, comment s'inscrira-t-elle? Eh bien, elle est destinée à focaliser toute notre attention sur la performance de chacun des métiers au sein d'EDF et vis-à-vis de la filière industrielle. Donc j'ai parlé tout à l'heure du métier du client, j'ai parlé du métier du constructeur,
Nous avons un grand métier au sein d'EDF qui est le métier de l'ingénierie, qui représente évidemment plusieurs divisions au sein d'EDF aujourd'hui. Et à l'ère du numérique, il nous faut mettre ce métier de l'ingénierie sous un chapiteau commun. Chacun garde sa spécialité, bien sûr, mais pour faire en sorte que tous les ingénieurs travaillent sur des outils qui permettent de converger. Et enfin, attirer les talents, si vous permettez, Monsieur le Président, parce que c'est vraiment essentiel. Nous avons tout un plan de bataille avec l'Université des métiers du nucléaire, avec chacune des régions, avec nos représentants territoriaux, pour faire en sorte que dès le collège, c'est vraiment là où ça se passe, nous attirions à nouveau juste vers les métiers techniques. Et ça suffira à attirer suffisamment vers le nucléaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents. Excusez-moi, Monsieur Coquerel. Monsieur le Président directeur général, lors de l'audition des ministres la semaine dernière, j'avais fait part au ministre Le Maire de mes inquiétudes quant au financement des nouveaux réacteurs. Vous l'avez confirmé ici, EDF n'est pas en capacité de financer elle seule ces investissements extrêmement importants. L'État a l'intention de participer d'une manière ou d'une autre à une hauteur qui reste à déterminer. Et mes inquiétudes concernaient les réactions que pourrait avoir la Commission européenne, en ce sens qu'elle pourrait considérer cela comme des aides d'État, y compris les avances remboursables potentiellement, et surtout quelle compensation elle pourrait demander à la France. On sait combien ils sont imaginatifs, et un nouvel ARENH, par exemple, ce qui serait une très mauvaise option quand on sait les effets de l'ARENH sur l'entreprise ces dernières années. Et quand on sait également, et je reçois mon collègue tout à l'heure, que nous n'avons encore pas réussi à relever le montant de l'ARENH. Donc ça m'amène naturellement à la question suivante, celle du dispositif post-ARENH, puisque l'ARENH prendra fin en 2025 et ça nécessite évidemment une réflexion anticipée puisque les contrats vont se signer début 2024 pour début 2026. On ne semble pas être tout à fait prêt. Donc n'est-il pas temps de construire et d'élargir les tarifs réglementés de vente pour les particuliers, les entreprises, les collectivités? Vous l'avez vous-même évoqué. Vous avez fait part de cette volonté d'aller en ce sens, sur les contrats de long terme notamment, puisqu'ils participent d'un amortisseur nécessaire. À ce titre, Nicolas de Varenne, dans un entretien en janvier, demandait à la fois une réforme structurelle du mode de formation des prix de gros de l'électricité en Europe et souhaitait obtenir des contrats de long terme qui pourraient intégrer une partie du financement d'une tranche du futur nucléaire en contrepartie, bien sûr, d'une capacité réservée à un prix préférentiel. Donc, y êtes-vous favorable? Et Monsieur le Président directeur général, je vais terminer avec le meilleur, si je puis dire. Après plus de 12 ans de résistance, il est le moment de sécuriser nos ouvrages hydroélectriques et le combat que je mène depuis toutes ces années. Peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, tant il joue un rôle important de par sa flexibilité, sa capacité de stockage que tout le monde connaît, mais sans parler aussi de son rôle de gestion de la ressource en eau, du multi-usage, de la gestion des crues et de sa contribution au maintien d'un prix bas. Comment vous voyez l'aboutissement de ce contentieux? Merci. Merci. Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Donc, très rapidement, pour essayer de répondre à toutes vos questions. Oui, évidemment, un soutien de l'État est une aide d'État. Comme je le disais tout à l'heure, tous les investissements dans le secteur de l'électricité aujourd'hui bénéficient d'une aide d'État. Donc, EDF ne se différencierait pas en cela en bénéficiant d'une aide d'État. La question, c'est d'être capable de justifier de sa proportionnalité et de son utilité. Nous pensons que nous serons capables de le faire. Naturellement, nous serons d'autant plus capables de le faire que cette aide sera strictement limitée au strict nécessaire, ce qui veut dire que si nos revenus sur nos opérations existantes sont suffisants pour maximiser notre autofinancement, l'aide que nous solliciterons sera évidemment minimisée et les compensations que nous serons susceptibles d'avoir à discuter aussi, ce qui reboucle avec votre question sur le post-ARENH. En d'autres termes, plus nos revenus libres seront commensurables à ce qu'il est possible de faire raisonnablement dans le marché, encore une fois, moins l'aide que nous solliciterons sera importante et moins les compensations que la Commission sera susceptible de demander seraient importantes. Sur les TRV, évidemment, il ne nous appartient pas chez EDF de déterminer quels sont les TRV, mais il existe des voies possibles pour étendre un peu le périmètre des TRV. Merci.
Et je reviendrai sur l'hydro un peu plus tard, si vous me le permettez. Très bien. Xavier Albertini pour le groupe Horizon. Merci, messieurs les présidents, monsieur le président de Luc Rémont. La facture d'électricité d'un particulier d'une entreprise est portée par trois principes déterminants: la fourniture de l'électricité consommée, le coût de réseau via le tarif d'utilisation des réseaux et les taxes payées à l'État. Historiquement, chacun des postes représentait a priori et environ à part égale un tiers de la facture. Depuis la crise énergétique de début 2022, la part correspondant à la fourniture d'électricité consommée correspond à plus de 50% de la facture et les taxes à peu près 20%. La maîtrise des coûts de l'électricité par les consommateurs particuliers et professionnels implique de maîtriser à minima les évolutions des composantes fourniture et réseau, la partie taxe revêtant une dimension plus générale d'équilibre budgétaire. À cet égard, l'appréciation des coûts d'un système électrique doit s'apprécier comme la somme de ces deux paramètres afin de tenir compte des coûts directs et indirects, tels que la variabilité de la production, qui doit être composée par des moyens de flexibilité. Leur intégration au système nécessite de renforcer les réseaux. Et dans cette équation qui est particulièrement complexe, nous venons de relancer notre politique nucléaire et construire à minima 6 nouveaux EPR. Le ministre Bruno Le Maire, la semaine dernière, a été très clair. Aucune porte n'est fermée en matière de financement. Une solution émergera d'ici fin 2024. Mais l'annonce d'une hausse des tarifs de l'énergie de 10% au 1er août fait déjà grincer des dents et les Français y voient un rognement de leur pouvoir d'achat, alors même que l'on sait qu'ils sont mieux protégés historiquement que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, pour ne citer qu'eux. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, dans vos propos introductifs, en amont la nécessité d'affermissement du projet via l'industrialisation et la mise en série d'un certain nombre de systèmes. Vous avez également évoqué et dessiné un consensus nécessaire sur le prix de l'électricité, au travers en particulier d'une piste qui sont les contrats à long terme. Pouvez-vous nous donner l'esquisse, ou en tout cas dessiner de nouveaux types novateurs de mécanismes de construction du prix aux consommateurs particuliers comme professionnels, et quels seraient-ils, dans la mesure où c'est l'aval qui va aussi conditionner l'amont? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Naturellement, nous vivons une situation qui est exceptionnelle. Et elle est évidemment tout à fait critique pour nos concitoyens. Nous en avons bien conscience et croyez bien que tous les collaborateurs d'EDF sont mobilisés et ont été mobilisés tout l'hiver pour rester auprès de nos concitoyens, leur apporter des conseils et faire en sorte que, dans la mesure de ce qui est notre propre capacité, encore une fois, EDF ne s'est pas enrichi dans cette phase, nous puissions aider l'ensemble de nos clients et concitoyens à traverser cette phase. L'objectif, c'est de trouver, dans le nouveau consensus que nous voulons créer, des instruments qui permettent d'avoir davantage de stabilité. Et je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, a fortiori dans un dispositif dans lequel une très très grande masse d'électricité produite est commercialisée dans le cadre de l'Arenh, la capacité de former des prix au-delà d'un horizon de 2 ou 3 ans est quasi impossible. Ce que nous proposons de faire dès le mois de septembre, c'est d'émettre nous-mêmes volontairement des contrats de gros à 5 ans et plus. Les contrats de gros à 5 ans et plus, on verra à combien ils sortent en septembre, mais ils ne sortiront absolument pas dans les gammes de prix que nous voyons aujourd'hui. Ils seront dans des prix raisonnables, sans trop m'avancer, je pense plutôt à 2 chiffres qu'à 3, pour donner un ordre de grandeur. À partir du moment où vous avez une masse disponible de contrats de gros de ce type, il est possible pour les fournisseurs, y compris EDF, de structurer un tarif ou un prix de marché sur la base de ces éléments-là, qui en plus tient dans la durée, parce qu'évidemment, nous comptons bien émettre régulièrement ce type de contrat, parce qu'il contribue également à notre propre visibilité sur nos recettes à terme. Et les deux contribuent à rendre le modèle économique d'EDF plus robuste et rendre la visibilité sur les prix plus stable pour les clients. C'est bien là-dessus que nous comptons pour améliorer la visibilité et limiter les phénomènes de volatilité que vous avez décrits. Merci beaucoup. Nous passons à présent... Vas-y. Ouais, Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Et donc les écologistes avaient saisi donc les présidents de la Commission des finances et présidents de la Commission économique le 13 mars pour que soit auditionné le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui s'est fait la semaine dernière, puisque à l'Assemblée nationale, désormais, nous votons des textes qui nous engagent pour 50 ans sans que nous soyons éclairés sur le financement de l'ensemble de ces dispositifs.
Or, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a déclaré il y a quelques mois que l'épargne réglementée peut davantage encore financer la transformation de notre appareil de production énergétique. Tandis qu'en juin 2022, dans ses travaux portant sur l'épargne réglementée, la Cour des comptes s'interrogeait sur la pertinence de l'utilisation du fonds d'épargne pour financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, est arrivée à la conclusion suivante. Si la durée et le niveau du risque de tels financements peuvent correspondre aux caractéristiques de stabilité des ressources de l'épargne réglementée, d'autres pistes probablement plus proches de l'expertise de la Cour mériteraient d'être étudiées concernant par exemple les équipements publics destinés à prévenir les effets du réchauffement climatique. On peut évoquer par exemple des investissements élevés qui seront nécessaires pour protéger de nombreuses communes du littoral ou de l'intérieur face au risque de montée de niveau de la mer ou de débordement des cours d'eau. Ces solutions de couverture par les assurances risquent d'être insuffisantes et il est probable que les compagnies d'assurance exigent des primes à des tarifs de plus en plus élevés, voire refusent purement et simplement de couvrir certaines zones ou certaines communes. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. Et donc, du coup, 3 questions. Quelle analyse faites-vous de ces avis pour le moins divergents ? Par ailleurs, si l'option d'un financement par le livret A des investissements dans le nucléaire était retenue, comment comptez-vous, au risque des risques précédemment évoqués par la Cour des comptes, assurer le maintien d'un lien séculaire de confiance entre les Français et le livret A, produit éminemment populaire, et selon quel modèle économique qui prend en compte, bien entendu, la gestion des déchets, le grand carénage et le démantèlement des 56 plus vieilles centrales, puisque un jour, il faudra quand même bien les démanteler. Et enfin, dernière question, pourriez-vous nous préciser le montant à ce stade des prises en charge financières des arrêts et ou moindres productions que contractuellement ont été prévus avec les EPR de Techen. Merci. Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre dernière question, mais je vais essayer de répondre à la première. Sur l'analyse, alors, voilà, dirigeant EDF aujourd'hui, je n'ai pas une expertise éprouvée, récente, sur la gestion des fonds d'épargne et leur affectation. Mais comme je le disais tout à l'heure, naturellement, toutes les bonnes volontés sont bienvenues potentiellement pour financer les infrastructures énergétiques que porte EDF, à condition que ça corresponde à leur domaine d'emploi tel que décidé, en l'occurrence par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, je pense, sous le contrôle du Parlement. Ce qui concerne EDF en la matière, c'est d'apporter à l'ensemble de ses créanciers, quels qu'ils soient, la visibilité, la transparence, la robustesse du modèle économique et évidemment la performance industrielle que nous leur devons, puisqu'ils nous font confiance en apportant leurs investissements, soit dans les opérations récurrentes d'EDF, soit demain, je l'espère, dans le financement des projets EPR2. Donc dans ce cadre, si c'est le souhait évidemment de ceux qui ont la charge de l'allocation des fonds d'épargne, nous regarderons, comme avec toutes les sources de financement potentielles, comment une source de financement de ce type peut s'inscrire et avec quel type de gouvernance, avec quel type d'information et quel type de transparence, le souhait d'EDF étant évidemment d'être totalement irréprochable à l'égard de l'ensemble de ses créanciers, quels qu'ils soient. Sur votre dernière question, je ne suis pas sûr de l'avoir compris, je suis désolé. D'accord, merci. Très bien. Nous passons à présent au groupe Gauche démocrate et républicaine avec Monsieur Sébastien Jumel. C'est à vous. Bonjour, Président. Bon, vous avez un costume large. En même temps, je pense que vous avez la taille pour ce costume. Mais les missions ne sont pas faibles. On vous demande de soutenir financièrement et industriellement le nouveau programme nucléaire, tout en assurant le prolongement des centrales. Tout ça en envisageant de sortir du cadre de l'Arenh, en développant des contrats de fourniture longue durée, en garantissant le développement des énergies renouvelables, en prévoyant un nouveau cadre juridique pour l'hydraulique, en anticipant les investissements dans le réseau électrique dont on sait qu'il augmente en fonction du caractère diffus des modes de production, et puis d'engager en même temps un engagement d'excellence opérationnelle pour l'industrie. Enfin, c'est une belle mission, un beau défi. Mais je veux partager avec vous ma frustration. Il a échappé à personne que votre audition a été décalée pour arriver après celle des ministres. Moi, j'ai été frustré en écoutant les ministres parce que, enfin, ils n'ont rien dit. Madame Pannier-Runacher fait l'apologie de la reine, il semble que ce soit la dernière à pouvoir le faire. Quand au ministre de l'économie, il ferme aucune porte, il les ouvre toutes, mais il n'en précise aucune. Comment sortir de la reine? Quelle contrepartie exige l'Europe pour cette sortie, au bout du compte,
de 30 ans de libéralisme qui ont montré leurs limites. Deuxième question, moi je pense, peut-être ringard, que le temps long du nucléaire est incompatible avec la logique d'actionnaire, que le temps long du nucléaire est incompatible avec une exigence de rentabilité à court terme. Comment prévoir un financement public pérenne pour assurer notre souveraineté énergétique, pour assurer y compris la compétitivité de nos industries? C'est au bout du compte la seule question qui vaille. Troisième élément, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a nourri les marchands de savonnettes, les marchands de sommeil. On me dit qu'ils vont être sanctionnés. D'ailleurs, est-ce que le coût de l'amende reviendra à EDF qui a été siphonné? Et au bout du compte, comment avoir des coûts de prod qui sont couverts tout en protégeant le consommateur ultime, usager simple et usager industriel? Voilà les quelques questions. Pour le reste, on parlera de Panly quand on se verra en septembre. Il faut répondre à ces travaux d'Hercule sans Hercule. C'est ça. Merci, monsieur le député. Écoutez, le costume, je ne le qualifierai pas, effectivement. Ce que je peux dire, c'est que, par définition, une personne ne peut pas y arriver seule. Et nous y arriverons tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est évidemment tous les salariés d'EDF, toute la filière, mais toute la nation, où nous n'y arriverons pas. Et c'est bien l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Et si, après l'audition que vous m'aviez fait passer en novembre, j'ai pris les fonctions, c'est avec cette ambition-là, bien sûr, d'y arriver tous ensemble. Et y arriver tous ensemble veut dire qu'on arrive à se mettre d'accord aussi sur des choses qui, en apparence, peuvent apparaître contradictoires pour trouver le meilleur chemin possible. Première question, contrepartie exigée par l'Europe. Je ne crois pas que le sujet de l'Europe soit des contreparties sur la suite de l'ARENH. Je ne le crois pas. Voilà. L'Europe, elle est en mesure de regarder ce que nous faisons et éventuellement de nous demander des choses lorsque nous dévions des règles européennes. Pour EDF, être un acteur raisonnable dans le marché n'est pas dévier des règles européennes. Le temps long du nucléaire est incompatible avec la logique d'actionnaire. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. En l'occurrence, ça me permettra de répondre aussi à une question précédente. Avoir l'État pour seul actionnaire nous permet d'avoir une visibilité de long terme. Elle est souhaitable dans les circonstances du moment, parce qu'un seul actionnaire qui est réputé actionnaire de long terme, dans les circonstances dans lesquelles on doit investir plus que jamais, peut-être pas dans le statut d'EPIC qui était valide autrefois, et dans un statut qui est celui de société anonyme aujourd'hui, associé à un marché européen auquel la France a adhéré, bien sûr, et qui nous a permis aussi, au passage, d'importer de l'électricité quand on avait besoin l'hiver dernier, et d'en exporter pendant 20 ans avant, lorsqu'on en avait trop. Donc voilà l'écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais oui, dans cet écosystème, avoir un seul actionnaire avec une vision de long terme est un atout. Dernier point sur les marchands de sommeil. Je suis évidemment extrêmement sensible à ce sujet. Je crois profondément que nous pouvons faire beaucoup mieux, simplement en nous organisant mieux et en travaillant mieux ensemble. Et donc, évidemment, EDF restera particulièrement vigilant sur l'ensemble des aspects de la responsabilité sociale et environnementale qui sont une de ses marques fondamentales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous propose de passer maintenant aux questions individuelles. Donc, c'est 1 minute par question. Et on va peut-être retenir une règle de la Commission des finances que me soufflait le Président Coquerel, à savoir que ceux qui sont intervenus en tant qu'orateurs de groupe ont déjà eu du temps. Et donc, par conséquent, on peut varier les plaisirs. Voilà. Donc, on va peut-être adopter cette bonne pratique de la Commission des finances. En tout cas, merci pour cette idée. Nous commençons tout de suite avec Maude Bréjon pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Raymond, commencez par enfoncer une porte ouverte. EDF n'est pas une entreprise comme une autre, ne serait-ce que parce que l'électricité n'est pas un bien comme un autre. Et vous pourrez nous dire si vous partagez ou pas cette affirmation. De cette singularité dépend l'organisation de l'entreprise, et plus singulièrement l'organisation du nucléaire au sein de l'entreprise. Organisation dont la fluidité et l'opérabilité impacteront d'une façon ou d'une autre le coût du projet EPR2. Et donc, pour parler d'organisation, vous avez présenté le 28 juin dernier un projet de réorganisation des activités nucléaires, semble-t-il, si on en croit les dépêches, autour de 5 grands piliers. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ne pas avoir fait le choix de maintenir les deux divisions que sont la DPNT et la DIPNN, pardon. Quel point faible vous avez trouvé dans ces organisations, notamment côté DPNT? Est-ce que vous pourriez expliquer? Ne craignez-vous pas que multiplier les divisions ou les directions pose des problèmes d'interface? Et enfin, est-ce que vous considérez que CAP 2030 est fini? Je vous remercie. Merci. Jean-Philippe Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Raymond, écoutez, deux questions. Première question, le CNews a fait état ce matin d'une hausse tendancielle des prix de l'électricité avec 3 hausses de 17% d'ici 2025, sans sourcer néanmoins cette information. Est-ce que cette information, vous en avez connaissance? Est-ce que ça correspond à une trajectoire de prix que soutient EDF? Car les différents éléments que vous nous avez donnés aujourd'hui m'inquiètent, car les dispositions que vous semblez proposer pour financer les réacteurs sont des dispositions inflationnistes sur le prix, de manière très importante. Au contraire, nous proposons, c'est ce qu'a dit ma collègue Grangier, des méthodes qui permettent de garantir un taux d'actualisation très bas et donc un taux le prix de l'électricité aussi très bas, puisque malheureusement le prix du capital conditionne sur 30 à 50 ans le prix de l'électricité. Donc je m'étonne que vous ne sembliez pas soutenir des propositions qui vous permettraient de vous endetter entre 0 et 2% et donc de garantir un prix très bas comme l'a fait EDF quand c'était un service public. Merci beaucoup, Madame Véronique Louwagie. Oui, merci messieurs les présidents. Merci beaucoup monsieur le président directeur général pour l'ensemble des éléments que vous nous avez donnés. Vous nous avez fait part des enjeux à la fois financiers et industriels. Et dans l'enjeu industriel, vous avez indiqué le défi en matière de recrutement en évoquant des dizaines de milliers d'emplois. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des véritables difficultés de recrutement. J'étais ce matin avec un président d'une organisation patronale qui nous le rappelait et que nous avons également des problèmes de vacances de postes au regard d'absence ou de manque de formation. Donc moi, j'ai 3 questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nombre exact, puisque vous avez parlé de dizaines de milliers d'emplois, est-ce que vous avez des éléments plus précis? La deuxième question, est-ce que vous avez une répartition, une projection dans le temps de ces embauches? Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez évalué le risque de vacances de poste ou d'absence, de manque de formation? Parce que nous savons que nous avons perdu un certain nombre de richesses en matière de nucléaire compte tenu de l'abandon qui avait été produit sur ce dernier quinquennat au regard du nucléaire, et quels pourraient être les impacts au regard des objectifs que vous vous êtes fixés? Je vous remercie. Marina Ferrari. Merci, messieurs les présidents, monsieur le président Raymond. Alors moi, j'ai la chance d'avoir sur mon territoire le CIH d'EDF. Donc vous aviez Madame Battistel, monsieur Roland, et maintenant vous aurez Madame Ferrari sur l'hydraulique. Trêve de plaisanterie. Donc nos concessions, pour la plupart, arrivent à échéance et ça va s'étaler entre 2003, ça a déjà commencé, et 2080. 38 concessions déjà échues. On dispose aujourd'hui d'un délai glissant pour pouvoir continuer à les exploiter. 61 d'ici 2025 pourraient également être échues. La Cour des comptes a rendu un référé à la Première ministre en fin d'année qui se positionnait favorablement à l'idée d'une quasi-régie. Que pensez-vous de cette hypothèse? Est-ce qu'elle vous semble pertinente en l'état? Et est-ce qu'elle serait à même d'apporter un équilibre également avec nos collectivités territoriales qui ont quelques craintes par rapport à cela? Et est-ce que ce modèle économique nous permettrait également d'assurer le mur d'investissement qui est nécessaire en matière hydraulique? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Brun. Merci, messieurs les présidents, monsieur le président directeur général. Lorsque j'avais effectué au nom de la commission des finances un contrôle sur pièce et sur place à Bercy, j'avais notamment saisi une note, je me permets de vous la soumettre. C'est le rapport d'un groupe de travail préparatoire aux négociations sur la régulation de l'électricité avec la Commission européenne dans le cadre du financement du nouveau nucléaire. 4 scénarios, ou scénarii si on veut être exact, étaient esquissés. Et sur ces 4 scénarios, tous évoquent les nécessaires remèdes concurrentiels ou des modifications en profondeur de la structure d'EDF afin de rendre légale cette aide d'État que rappelait ma collègue Marie-Noëlle Battistel. Quelle restructuration du groupe EDF compte tenu de cette réglementation européenne? C'est ma première question. Et puis une seconde question, la question de l'acquisition de la turbine Arabelle, dont nous entendons aujourd'hui quelques rumeurs qu'EDF ne pourrait le faire seul et que des partenaires financiers viendraient. En tout cas, c'est ce que... Merci. Merci, David Amiel.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, vous l'avez rappelé dans votre premier propos, les contrats de long terme joueront un rôle très important pour sortir des impasses actuelles, à la fois de l'Arenh et du marché européen de l'électricité, et puis pour fournir un cadre solide à l'électrification dont nous avons besoin. Moi, je voulais vous interroger sur leur tarification à ces contrats de long terme, puisque 3 critères me paraissent essentiels à ce titre. Le premier, c'est que les prix devront être équilibrés, permettre d'une part de dégager les ressources nécessaires à EDF pour mettre en œuvre ces investissements et augmenter la production, mais d'autre part, assurer la compétitivité de nos industriels, les inciter eux aussi à la décarbonation. Deuxième critère qui me semble important, ces prix devront être transparents. Et troisièmement, ces prix devront permettre la nécessaire flexibilité de notre système électrique. Donc il y a un débat qui est en cours au niveau européen, également au niveau national, sur les différentes options pour tarifier ces contrats de long terme. On les avait d'ailleurs abordés avec les ministres la dernière fois. Et je voulais savoir si vous pouviez nous dire, de votre point de vue, quels objectifs devaient être poursuivis dans cette tarification et quelle grille d'analyse vous mettez en place pour analyser ces différentes options. Merci beaucoup, Madame Virginie Dubé-Muller, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président directeur général. Nous avons bien entendu votre présentation et vos propos liminaires. La relance du nucléaire s'appuie évidemment sur EDF, mais doit aussi embarquer des start-up. Considérez-vous que l'État met tout en œuvre pour les intégrer ? L'Allemagne est-elle susceptible d'empêcher tout financement européen s'il existe ? Par ailleurs, un certain nombre de fondations allemandes diffusent des fake news visant à affaiblir le nucléaire français. Comment les contrecarrer, sachant qu'elles bénéficient de moyens financiers importants et souvent opaques ? Est-ce que le retour de l'expérience de la Finlande et de Flamanville est suffisamment intégré pour contenir les délais et les coûts ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons Monsieur Vincent Rolland, c'est à vous. Merci, Messieurs les Présidents. Monsieur le Président directeur général, 2 brèves questions. Comment régler la quadrature du cercle, à savoir de faire bénéficier aux Français et à nos industriels de la rente nucléaire, et je pense notamment aux hyper-électro-intensifs, sans quoi, s'ils n'ont pas un tarif d'électricité très avantageux, risquent de fermer ou de délocaliser. Et puis, comment, dans ce contexte où nous sommes exposés à des prix de marché, vous pourrez convenablement ou facilement financer la construction de nouveaux réacteurs. Et puis, petite dernière question, en Savoie, il y a beaucoup de barrages hydroélectriques. Qu'en est-il des discussions avec la Commission européenne ? Car plus que jamais, nous sommes attachés à notre souveraineté énergétique et donc à ce que ces barrages soient exploités par une entreprise nationale comme EDF. Merci. Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général. Effectivement, vous avez fait état de la production que vous visiez dans les années à venir. Est-ce que vous avez pris en compte une évolution de la demande ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous chiffrez l'évolution de la demande par rapport notamment à la voiture électrique, à la trottinette électrique, à tout ça ? Parce que quelle est la progression que vous attendez dans les années à venir ? Et puis, sur l'hydroélectrique, moi, j'ai Vouglan, c'est la 3e retenue hydroélectrique de France. Moi, je voudrais savoir comment vous envisagez l'avenir par rapport à ça. Les lâchers d'eau l'été, qui sont non producteurs d'électricité, puisque vous lâchez pour rafraîchir les eaux de l'aval, sont compensés aujourd'hui par l'agence de l'eau. Qu'en est-il des discussions ? Est-ce que ça restera ? Si les volumes qui sont lâchés, comme ils ne sont pas turbinés, ils sont compensés par l'agence de l'eau. Comment on évolue dans cette situation-là ? J'aimerais bien savoir. Voilà. Et puis le prix de l'électricité au 1er août pose de vraies questions à nos contribuables. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le président directeur général, moi j'ai 2 questions. La première, elle est locale, mais bon, en fait aussi nationale, sur Fessenheim. Donc moi je suis député d'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous faire part de où en est la déconstruction ? Quelles vont être les prochaines étapes ? Est-ce que tout se passe comme prévu ? Et est-ce que vous avez aussi des éléments sur la revitalisation du site ? Deuxième question. Concernant l'hydroélectricité, mais là, cette fois-ci fluviale, donc plusieurs centrales le long du Rhin. Là aussi, quelles sont les perspectives d'avenir pour EDF s'agissant de la production d'électricité à partir de nos fleuves et plus spécifiquement du Rhin ? Merci.
Monsieur Karim Bencher. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, donc ma collègue Christine a une dernière question. Pourriez-vous nous préciser le montant à ce stade des prises en charge financières, en fait du coût pour EDF, des arrêts ou moindre production des EPR de Taïchen dans lesquels vous êtes actionnaire? Merci. Est-ce que parmi ceux qui n'ont pas parlé, y a-t-il encore d'autres questions? Non. Vous seriez venu avec un de vos collègues, vous auriez pu faire comme Karim à l'instant avec Christine. Non, mais en plus, il y a eu 3 minutes d'intervention et c'était précisé au départ. Donc, les réponses, Monsieur le Président, s'il n'y a pas d'autres questions, en omettant pas les réponses aux questions que vous n'avez pas eu le temps de faire au départ. Je vais essayer de tout couvrir. Alors, Madame la députée Bréjon, EDF n'est pas une entreprise comme les autres, certes, mais c'est d'abord une entreprise. Et donc, elle doit pouvoir fonctionner comme une entreprise, investir comme une entreprise, être performante comme une entreprise et vivre comme une entreprise avec ses clients. Ce n'est évidemment pas une entreprise comme les autres, compte tenu de sa mission pour le pays. Et c'est bien l'ensemble des deux qui définissent la mission d'EDF. Les 5 piliers du nucléaire, pourquoi les 5 piliers et pourquoi la DPNT et la DIPNN, donc pour les membres du Parlement qui sont ici, c'est la direction du parc nucléaire et thermique et la direction de l'ingénierie et des projets de nouveaux nucléaires, qui sont aujourd'hui les 2 piliers dans lesquels chacun de ces 2 piliers a l'ensemble des composantes associées à leur périmètre de responsabilité. Bien fondamentalement parce que, sans que d'ailleurs aucun de ces 2 piliers n'ait défailli par rapport à leur mission, l'enjeu qui nous attend est tel qu'il nous faut être capable d'industrialiser et de mutualiser les moyens, notamment sur les aspects qui sont appelés à monter en puissance industrielle. Donc, si vous regardez au sein du parc nucléaire et thermique aujourd'hui, nous arrivons, après avoir dépassé, en étant en train de dépasser la corrosion sous contrainte, nous arrivons aujourd'hui à réduire nos délais d'arrêt de tranche sur les arrêts de tranche simples. Nous avons encore devant nous le défi d'arriver à comprimer dans les délais les plus courts possibles les arrêts compliqués, les arrêts de visite décennale, les arrêts longs de visite décennale, qui sont des chantiers complexes et qui ressemblent, voilà, c'est 2500 personnes, un arrêt long de visite décennale. Il n'y a rien qui ressemble plus à une construction neuve, en réalité. Et donc aujourd'hui, pour mobiliser l'ensemble des compétences internes et externes qui sont nécessaires pour la réussite de ces chantiers dans les délais les plus courts possibles, nous avons un certain nombre de moyens qui sont mobilisés par la DPNT, mais demain, nous devrons nous assurer d'avoir les mêmes moyens dans un environnement dans lequel, parallèlement, nous avons 2 ou 3 chantiers à 10, 12 000 personnes qui courent en même temps. Et donc, nous devons garantir la performance de ces grands chantiers, et nous devons garantir aussi que l'ingénierie qui puisse travailler de bout en bout puisse couvrir à la fois les besoins de l'exploitation et les besoins de la construction neuve. Voilà l'enjeu principal de mutualisation de ces moyens pour gagner en performance industrielle. Cap 2030, écoutez, Cap 2030 a ouvert beaucoup de perspectives à EDF, a permis d'avancer sur beaucoup de chantiers. Évidemment, il nous faut aujourd'hui redéfinir, réviser notre projet d'entreprise dans un environnement dans lequel nous sommes post-crise énergétique, post-discours de Belfort, post-corrosion sous contrainte, et bientôt post-arène. Donc ça n'est pas le même monde. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans Cap 2030 est obsolète. Non, il y a des tas de choses absolument fondamentales qu'il nous faut retirer de Cap 2030, mais il nous faut formuler notre projet d'entreprise dans un environnement qui tient compte de ces 4 éléments fondamentaux qui sont nouveaux. Monsieur Tanguy, je ne connais pas les chiffres qui ont été cités par CNews, donc je ne sais pas à quoi les journalistes faisaient référence. Sur le fait d'avoir accès à des taux bas, bien sûr, nous allons chercher à avoir le dispositif de financement le plus optimal possible. Et quand nous parlons d'avance remboursable, c'est bien en faisant référence à des capacités de taux bas que seul l'État peut apporter. Et donc c'est bien dans cet esprit-là que nous allons chercher à optimiser le financement du nouveau nucléaire. Après, vous m'excuserez si j'écorche les noms. Si vous avez, peut-être que je serai, parce que j'ai essayé d'attraper les noms au vol.
Madame Louwagie, sur la planification des besoins, donc on est sur 10 000 recrutements dans la filière par an, sur lequel nous avons donc une planification régionale, nous avons une planification de l'action pour aller convertir essentiellement les esprits des jeunes qui sont aujourd'hui au collège, parce que c'est là qu'il faut les attirer vers nos métiers. Il faut les attirer vers nos métiers de façon assez générique, en réalité, pas forcément en les convertissant, en leur disant vous viendrez dans le nucléaire. Il faut leur dire est-ce que vous avez envie d'être technicien, d'être ingénieur, d'être spécialisé dans tel ou tel métier. Voilà, il y a autant de difficultés à avoir des électriciens ou des soudeurs que à attirer des jeunes qui peuvent y trouver d'ailleurs une forme de réussite scolaire, là où autrement ils ne trouvent pas leur réalisation dans l'école. Donc nous concentrons beaucoup d'efforts sur cette phase du développement personnel avec une collaboration très étroite avec l'éducation nationale, avec l'ensemble des formations en alternance, avec des partenariats très précis avec un grand nombre de lycées que nous avons maintenant avec un maillage territorial très fin. L'objectif, c'est que l'ensemble de nos salariés soient mobilisés également, puisque nous avons suffisamment de salariés pour couvrir tous les collèges de France. Voilà. Et alors évidemment, ça ne s'arrête pas au collège. Le but, c'est de suivre tout cela, parce que pour être performant dans notre filière industrielle, problème qui n'est pas exclusif de notre filière industrielle. Je viens d'une filière industrielle adjacente qui avait exactement les mêmes difficultés. Il nous faut évidemment convaincre de venir dans les métiers industriels et ensuite développer les compétences qui sont spécifiques à cette filière. Le nucléaire, ce n'est pas un métier, c'est 50 métiers. Et ces 50 métiers sont des métiers de base qui existent dans l'ensemble de l'industrie, auxquels il faut donner une coloration nucléaire. Donc c'est bien cela que nous allons prendre en considération, y compris par des formations internes avec des formations internes à EDF de métiers spécifiques. Madame Ferrari. Ah, là, l'hydro. Donc ça me permet de répondre aussi à Madame Battistel. Voilà. Donc bon, l'hydro est une longue histoire et je vais essayer de vous résumer là où nous en sommes. Donc nous avons pas seulement EDF, l'ensemble des opérateurs français opèrent dans le régime des concessions. C'est plutôt une exception en Europe. La plupart des pays européens sont sur le régime des autorisations. Nous avons depuis de longue date, des autorités françaises ont de longue date des échanges avec les autorités communautaires sur l'avenir du régime des concessions. Le régime des concessions lui-même, non pas le fait que certaines soient à échéance, mais le régime des concessions lui-même fait que les investissements, s'ils ne sont pas prévus dans le cahier des charges des concessions à l'origine, pour certaines d'entre elles remontant à 1950, il est difficile qu'elles aient anticipé sur 50 ans, 70 ans ce qu'il est nécessaire de faire en termes d'investissement. Le régime des concessions lui-même bloque en réalité les investissements. Donc nous sommes arrivés à la conclusion qui nous a amené à faire une proposition au gouvernement, qui est de dire il est souhaitable au moment où le pays a besoin de plus d'énergie décarbonée commandable, et commandable à l'instant, ce qui est vraiment la caractéristique propre de l'hydroélectricité, qui de ce point de vue est la meilleure électricité, au moment où le pays a besoin de plus de prévision et de robustesse sur la gestion durable de la ressource en eau. Il est souhaitable pour le pays et même pour l'Europe que nous soyons capables de reprendre les investissements significativement dans le domaine de l'hydraulique. Notre pays a encore du potentiel dans le domaine de l'hydraulique. Ce potentiel ne nécessite pas forcément des constructions de nouveaux barrages, mais il peut être fait simplement de transformation de barrages en stations de transfert d'énergie par pompage. Nous avons un potentiel significatif en la matière. Et il peut être également fait sous forme de réhausses, par exemple, qui ont un impact environnemental limité. Mais globalement, il nous semble que si on se projette à long terme, il est vraiment souhaitable d'avoir une politique hydroélectrique qui permette d'anticiper sur davantage d'intermittences dans le système électrique et donc de rendre notre système électrique plus robuste tout en ayant une gestion de la ressource en eau plus durable pour les multi-usages de l'eau. Pour cette raison, l'autorisation, le basculement de l'ensemble du régime des concessions, de tous les opérateurs vers les autorisations, nous semble souhaitable, parce que dans ce régime des autorisations, chacun des opérateurs est en mesure d'investir indépendamment de la durée de l'autorisation. La plupart des pays européens qui sont sur ce dispositif, évidemment, bénéficient de cette faculté de continuer d'investir. Naturellement, c'est une proposition d'EDF. Il appartiendra au gouvernement, au Parlement et aux autorités communautaires de prendre les décisions qui s'en suivent. Mais voilà la proposition qu'a articulée EDF à ce stade. La quasi-régie est une solution alternative
qui, à nos yeux, présente des inconvénients. Elle reste dans le régime des concessions, donc elle ne traite pas fondamentalement les problèmes que nous avons levés. Et évidemment, elle induit aussi quelques considérations de gestion sur l'entreprise EDF qui ne sont pas sans conséquences industrielles. Donc voilà les éléments que je peux partager à ce stade. Monsieur Brun, je ne connais pas la note à laquelle vous faites référence, puisque, contrairement à vous, je n'ai pas accès aux notes internes au ministère des Finances. Donc, je pense simplement qu'elle fait référence à des négociations qui datent très probablement d'une période antérieure, pas récemment, 2022, mais c'est sans doute en tout cas antérieur à mon arrivée, et donc ça fait référence à des négociations que je n'ai pas connues. Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous, en tant qu'entreprise, nous privilégions une approche qui permet à l'entreprise de développer son projet industriel en étant raisonnablement dans les règles de marché européennes, et ceci, par nature, limite toute forme de discussion avec la Commission européenne sur des contreparties. Naturellement, le jour où nous solliciterons une forme d'aide d'État pour le financement du nouveau nucléaire, cette forme d'aide d'État devra être discutée avec la Commission européenne, et nous verrons à ce moment-là où mènent ces discussions. Encore une fois, le fait de le faire sur un investissement nouveau comme la totalité des investissements européens en matière d'énergie ne différenciera pas EDF de la totalité de ses concurrents. Donc c'est quelque chose qui nous rapproche du droit commun. Sur les turbines Arabelle, écoutez, pas de nouvelles particulières. Voilà, nous sommes encore dans l'attente des autorisations des différentes juridictions qui doivent se prononcer sur ce projet, mais il n'y a pas de changement sur le périmètre du projet. Je continue. Monsieur Amiel. Effectivement, tous les éléments que vous avez cités participent des principes qui doivent guider la formation de contrats de long terme. Au passage, c'est le cas dans toute forme de fourniture commerciale, notamment quand on parle de commodité. Et en l'occurrence, l'électricité en est une. Le fait d'avoir cette approche commerciale avec différents types de clientèle permet aussi de faire exprimer par chaque type de clientèle ce qu'elle souhaite exactement. Un industriel d'un type de procédé ne demande pas de l'électricité au même moment. Un industriel de l'aluminium ne demande pas les mêmes caractéristiques d'électricité, les mêmes caractéristiques d'interruptibilité, les mêmes caractéristiques de flexibilité qu'un industriel de l'acier ou qu'un industriel du ciment. Et donc, le fait de pouvoir s'adresser à chaque type d'industrie, pour prendre l'exemple des industries, mais c'est vrai également de clientèle plus diffuse, permet d'avoir une réponse adaptée et donc des conditions de contrat qui sont plus adaptées à chaque client, qui permettent aussi à chaque client de faire preuve de flexibilité. Donc la flexibilité, elle fait intrinsèquement partie d'une approche contractuelle et elle bénéficie évidemment aux clients et aux producteurs, et elle bénéficie donc au système électrique en faisant cela. Donc c'est un des principes fondateurs de l'approche de contrat de long terme que nous comptons mettre en œuvre, avec pas seulement un type de contrat de long terme, mais plusieurs, certains qui sont destinés à une production de masse, d'autres qui sont beaucoup plus haute couture, on va dire, pour des types de producteurs qui auraient des besoins spécifiques. Madame Dubimia, Duby-Muller, pardon. Est-ce que, pardon madame, je suis désolé, est-ce que nous traitons suffisamment les startups? Écoutez, jamais assez, ça c'est clair. Nous avons évidemment un fonds d'investissement qui travaille avec les startups. Nous nous intéressons beaucoup évidemment à toutes les formes d'initiatives qui touchent les différentes technologies de l'énergie, parce que nous considérons que la mission d'EDF, ça n'est pas que de produire des réacteurs nucléaires. La mission d'EDF, c'est de produire aujourd'hui et à long terme la meilleure énergie décarbonée pour notre pays. C'est ça la mission d'EDF. Et donc nous regardons avec beaucoup de partenaires, beaucoup de start-up, quelles sont les technologies, quels sont les projets qui peuvent permettre de faire émerger ces technologies alternatives. Est-ce que nous intégrons le retour de la Finlande? Oui, très largement. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que les réacteurs de Taishan, de Olkiluoto, ont été maintenant transférés à l'opérateur et lui donnent satisfaction. Monsieur Roland,
la quadrature du cercle. Je vous remercie pour cette expression. Je pense que la première quadrature, c'est d'oser dire que quand on qualifie une activité industrielle de rente, c'est qu'on ne lui voit pas beaucoup d'avenir. Et donc, je pense qu'il est temps à ce stade de dire que, puisque nous entrons dans une phase de réinvestissement très significatif dans le monde du nucléaire, la rente nucléaire est un terme qui doit appartenir au passé. Et donc, oui, nous devons trouver un consensus national sur la formation des prix futurs, mais ce consensus national, il doit bien sûr intégrer l'ensemble de l'économie du nucléaire, y compris l'investissement dans le nouveau nucléaire. Sur les barrages, j'espère avoir répondu. Évidemment, il y a encore du potentiel, y compris en Savoie. Madame Dalloz. L'évolution de la demande, oui, nous l'intégrons. Alors, nous avons évidemment notre propre analyse. Elle est assez convergente avec celle à laquelle j'ai fait référence de la part de RTE sur, évidemment, une évolution de la demande. Elle intègre également une évolution qui doit être toujours incitée, soutenue, etc., vers l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que nous considérons que le potentiel d'efficacité énergétique, il n'est pas à son plein aujourd'hui. Nous pensons qu'il doit pouvoir s'exprimer davantage dans les années qui viennent pour contribuer à l'équilibre offre-demande. Pour Vouglan, nous avons évidemment des projets pour augmenter la capacité de pompage, avec un projet de STEP à Saumortier, qui est un exemple typique. Alors, ce n'est pas beaucoup de puissance, on parle de moins de 100 MW au total, mais c'est un projet qui permet de tout faire à la fois, c'est-à-dire qui permet de refroidir le Rhône l'été. On en a besoin, la preuve. Nous avons dû moduler un peu le budget ce week-end parce que le Rhône était trop chaud. Ça permet de soutenir l'étiage, ça permet évidemment d'avoir une capacité de stockage hydroélectrique, ça permet de retenir l'eau en amont également. Donc voilà un exemple type de projet hydroélectrique qui est petit, donc c'est pour ça qu'il passe, mais nous en aurions d'autres à faire passer de ce type. Sur la compensation par l'agence de l'eau, j'avoue mon ignorance sur le sujet. Pour moi, il n'y a pas de compensation par l'agence de l'eau, mais je vérifierai. En tout cas, pas de compensation électrique, ça c'est clair. Ouais. Enfin, je continue. Monsieur Sittel, donc sur Fessenheim. Écoutez. C'est Charles Sittenstuhl. C'est parce que le micro n'a pas fonctionné. Je suis désolé. Sittenstuhl, pardon, je suis vraiment désolé. J'essaie d'attraper les noms au fur et à mesure. Mais... Moi, j'ai l'habitude. Donc sur Fessenheim, nous avançons sur le projet de technocentre. Nous franchissons les étapes une à une. Évidemment, c'est un projet industriel majeur pour EDF et pour le pays, avec évidemment en première application Fessenheim, mais derrière une création de compétences qui a vocation à être durable et à créer vraiment une capacité industrielle que je pense qu'un jour on nous enviera, pas seulement en France, mais pourquoi pas Outre-Rhin, par exemple. Il paraît qu'il y a des centrales à démanteler Outre-Rhin. Donc voilà où nous en sommes. Donc nous avançons. Sur l'hydraulique fluviale, j'y étais la semaine dernière je suis ravi de dire que voilà, dans les bonnes électricités, par exemple, quand nous démontons pour la première fois des turbines qui ont été installées en 1950, c'est quand même que d'abord nos anciens ont fait un travail tout à fait remarquable, que la technologie et la robustesse des mécanismes qui ont été mis en place est absolument remarquable, et que la technologie hydroélectrique, qui fournit en l'occurrence plus d'une dizaine de térawattheures par an à notre pays sur base d'une installation qui a 70 ans et plus, mérite vraiment d'être entretenue et développée. Donc voilà, donc nous sommes en train de faire progressivement, barrage par barrage, des grandes visites. Première grande visite au bout de 70 ans, ça nécessite d'être marqué d'une pierre quand même. Et je peux vous dire que l'état des machines, une fois qu'on les démonte, est absolument remarquable. On amène les pales dans nos ateliers à Montmélian et les pales sont à peine usées. Donc, absolument. Voilà. Donc ça nous inspire et ça met la barre relativement haut pour nous vis-à-vis de nos successeurs. Voilà ce que je peux dire sur l'hydro. Et alors, dernière chance de ne pas écorcher un nom, M. Karim Benchek.
Alors, sur Taishan, écoutez, nous avons une relation partenariale. Nous sommes co-actionnaires des opérations de Taishan avec nos partenaires de CGN. Donc, il n'y a pas de prise en charge particulière par EDF. Et évidemment, nous sommes également partenaires industriels au travers de Framatome. Et donc, nous travaillons avec eux dans l'ensemble de l'exploitation des sites de Taishan. Voilà ce que je peux répondre. Si je peux me permettre. Oui, si. Alors attendez, parce que dans les questions précises, moi j'avais noté aussi le fait de savoir si EDF, c'était pas seulement la question d'augmentation 17% sur CNews, mais savoir si EDF soutenait la trajectoire d'augmentation des prix de l'électricité. Il me semble qu'il y a eu une question là-dessus. Il y a eu plusieurs questions aussi de M. Lenné, notamment sur évoquant Mitsubishi et d'autres questions. Je n'ai pas tout noté moi, mais vu que vous avez dû le noter. Et puis il y a la question de Mme Marigui, notamment, qui était assez précise. Sur les 17%, je redis ce que j'ai dit à M. Tanguy. Nous n'avons pas de vue à... 17%, il a évoqué 17%. Et le principe de trajectoire d'augmentation des prix. Écoutez, ça n'est pas EDF, qu'on le veuille ou non, ça n'est pas EDF qui fixe les tarifs de l'électricité. Donc EDF fournit des éléments à la Commission de régulation de l'électricité et à l'État qui prennent des décisions sur les tarifs. Les sous-jacents de ces tarifs sont associés à un empilement d'éléments qui sont publics. Voilà ce que EDF fournit. Voilà ce que EDF fournit. EDF fournit des éléments. En l'occurrence, les éléments concernent l'année 2023, évidemment. Nous n'avons pas de vue particulière sur l'évolution de long terme des tarifs de l'électricité sur lesquels nous ayons pris position. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Vous avez cité d'autres questions, Monsieur le Président ? Oui, Monsieur Lenné, tout à l'heure. Ah oui, j'avais la longue liste de Monsieur Lenné, donc je reviens. Oui. Alors, non, mais je vais prendre toutes vos questions, il n'y a pas de problème. J'avais répondu au début. Sur le Japon, écoutez, effectivement, c'est un partenariat de longue date que nous avons au Japon. Mitsubishi est co-actionnaire de Framatome, je vous rappelle. C'est pas tant un sujet de maîtrise des coûts, effectivement, c'est un sujet de maîtrise pardon, de cet anglicisme horrible, mais de la supply chain. Et donc, évidemment, nous travaillons avec le plus d'anticipation possible avec l'ensemble de nos sous-traitants, français et étrangers, y compris, évidemment, nos sous-traitants japonais, pour faire en sorte qu'avec une vision de très long terme, on parle là de vision à 15-20 ans, nous puissions nous assurer de la continuité de la fourniture, de la disponibilité des pièces. On parle de forgés de très grande taille, évidemment, et de faire en sorte que cette disponibilité arrive en temps et en heure pour nos programmes. Ça fait l'objet d'une vigilance de tous les instants, à tous les niveaux du groupe, y compris le mien, pour nous assurer que l'ensemble, comme un programme complexe qu'on peut connaître dans d'autres domaines, l'ensemble des composants de ce programme complexe arrive en temps et en heure. Donc oui, nous y sommes extrêmement attachés et vigilants, mais ce sont aussi des partenariats stables et fiables dans le long terme que nous comptons continuer de développer. Qu'est-ce que j'avais comme autre question de M. Lenné ? Je pense que au travers des autres, je pense que j'avais répondu à l'essentiel. Mais on va pas reprendre les questions-réponses. Je crois qu'il faut être raisonnable. Je suis désolé, chers collègues, mais ça fait 25 minutes qu'on a des réponses à des questions multiples et variées. Le président nous a consacré beaucoup de temps. On peut continuer, c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il y a d'autres questions, on peut aussi les formuler différemment. Monsieur le Président, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre temps, votre écoute et la qualité de vos réponses. Monsieur le Président Coquerel, ravi de faire encore une fois cette session commune avec vous. Et chers collègues, on se retrouve en hémicycle tout à l'heure. Merci beaucoup.